Imagine que tu économises pendant des années pour t'acheter la voiture de tes rêves et que, lorsque tu l'as enfin, tu découvres qu'aux États-Unis, elle est totalement interdite. Tu ne peux pas l'immatriculer, tu ne peux pas l'assurer et si tu la conduis, tu risques de te la faire confisquer par le gouvernement. Ça paraît absurde, non? Eh bien, non seulement c'est réel, mais c'est aussi plus courant que tu ne le penses. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de 5 voitures légendaires qui sont interdites aux États-Unis. Certaines parce qu'elles sont trop rapides, d'autres parce qu'elles étaient trop en avance sur leur temps, et d'autres encore simplement parce que la loi ne sait pas quoi en faire. Et à la fin, un cas particulier qui touche des milliers de conducteurs au Mexique. Prépare-toi, car ce n'est pas une liste comme les autres. C'est un avertissement déguisé en curiosité. 1. La Nissan Skyline R34 GTR, le rêve japonais que tu ne peux pas conduire. Il y a des voitures qui te font te retourner quand tu les vois, et puis il y a la Nissan Skyline R34 GTR, une voiture qui fait que même ceux qui n'y connaissent rien restent bouche bée en la regardant. Mais, aussi légendaire soit-elle, ce symbole est officiellement interdit aux États-Unis. Pourquoi? La réponse mêle bureaucratie, sécurité et une pointe de tragédie juridique. À la fin des années 90, le Japon vivait son âge d'or en matière d'ingénierie automobile. Et de cette époque dorée est né un monstre à lame de précision chirurgicale, la Skyline R34 GTR, lancée en 1999. Ce n'était pas simplement une autre voiture de sport japonaise. C'était la voiture qui a redéfini ce que signifiait être rapide, stable et technologiquement supérieur sans coûter des millions. La R34 était équipée d'un système de transmission intégrale ATSA ETS Pro, d'un système de contrôle actif du différentiel et, le plus futuriste à l'époque, d'un écran multifonction sur la console centrale qui affichait des données comme la pression du turbo, l'accélération latérale, les temps autour et bien plus encore. C'était, littéralement, un ordinateur de circuit homologué pour la route au Japon. Mais aux États-Unis, les choses étaient très différentes. Malgré sa notoriété grandissante grâce à des jeux vidéo comme Gran Turismo ou des films comme Fast and Furious, la Skyline R34 n'a jamais été homologuée par Nissan pour le marché américain. Le problème? Elle ne respectait pas les normes de sécurité exigées par l'ANSA, l'Administration nationale de la sécurité routière, ni les normes d'émission de l'EPA. Et voici le pire, ce n'est pas que la R34 soit dangereuse en soi, mais simplement que l'argent nécessaire pour adapter ces systèmes et la certifier auprès des autorités américaines n'a jamais été investi. Sans ces modifications, il est tout simplement impossible d'obtenir une immatriculation légale et, si tu le conduis, le gouvernement peut le confisquer et le détruire. Oui, tu as bien entendu. Il existe des dizaines d'histoires de personnes qui, pleines d'espoir, ont importé une R34 pour la voir ensuite démontée pièce par les autorités. Une véritable tragédie sur roue. La seule façon de posséder légalement une R34 aux États-Unis est de passer par la loi des 25 ans, qui permet d'importer des voitures considérées comme classiques si elles ont déjà un quart de siècle. Cela signifie que ce n'est qu'à partir de 2024 qu'il est légal d'importer les premières R34 GTR fabriquées en 1999. Mais même dans ce cas, la procédure est coûteuse, longue et semée d'embûches juridiques. C'est pourquoi, si tu envoies une aux États-Unis, tu peux être presque certain qu'elle appartient à un collectionneur ou qu'elle est là illégalement. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que la Skyline était tellement appréciée des fans que les États-Unis l'ont interdite avant même de la comprendre. Mais que se passe-t-il lorsqu'une voiture est tellement exclusive que même un conducteur moyen ne pourrait pas la piloter sans risquer sa vie? 2. Jaguar XJ220 Sarouf, la supercar qui a effrayé le système. Il y a des voitures qui naissent pour battre des records, mais certaines, comme la Jaguar XJ220S, ont brisé bien plus que ça, elles ont enfreint les règles, mis les nerfs à rude épreuve et même la patience des régulateurs américains. Ce qui est curieux, c'est que, malgré sa puissance presque surhumaine, ce n'est pas sa vitesse qui l'a condamné, c'est la peur de ce qu'on pouvait en faire. L'histoire de la Jaguar XJ220 est un mélange de folie britannique, d'ambition sans limite et de vitesse débridée. En 1992, cette supercar a fait irruption dans le monde comme l'une des voitures les plus rapides jamais créées. Elle atteignait les 343 km/h, ce qui était impensable à l'époque pour une voiture de route. Mais la version qui nous intéresse aujourd'hui est encore plus sauvage, la XJ220S, une variante ultra exclusive dont seulement 6 exemplaires ont été produits dans le monde entier. Ce modèle a été créé par TWR, Tom Walkinshaw Racing, la même équipe qui a mené Jaguar à la gloire dans les courses d'endurance. Qu'ont-ils fait avec la XJ220 originale? Ils l'ont allégée, renforcée avec des composants de compétition, transformée en une bête encore plus affûtée et l'ont lâchée dans le monde sans aucun filtre. La XJ220S avait une carrosserie en fibre de carbone, une suspension recalibrée pour la piste et un moteur V6 biturbo de 3,5 litres développant plus de 680 chevaux réels. C'était, en gros, un missile sur roue. Et c'est précisément ce qui a alerté les autorités américaines. Tu vois, ce genre de voiture ne se contentait pas d'exiger du conducteur, elle le mettait au défi. Il n'y avait ni contrôle de traction, ni système de freinage anti-blocage ABS, ni airbag. C'était de la puissance pure, sans filtre. Et à une époque où les réglementations sur la sécurité et les émissions commençaient à se durcir, la XJ220S représentait tout l'inverse, une vitesse brute et sans compromis. Le résultat a été sans appel, les États-Unis l'ont immédiatement interdite sur route ouverte. Aucune homologation, aucune adaptation. Simplement interdite, non seulement pour des raisons techniques, mais aussi parce que les autorités estimaient qu'elle était trop dangereuse pour circuler parmi les véhicules ordinaires.
Et ce n'était pas seulement une question de chiffres. Un conducteur moyen, au volant d'une voiture de ce calibre, était considéré comme un risque en soi. Ce n'est pas un hasard si, même en Europe où elle était légale, seuls des collectionneurs et des pilotes expérimentés osaient la pousser à ses limites. Contrairement à d'autres supercars qui ont été adaptés pour pénétrer le marché nord-américain, la XJ220S n'a jamais eu cette chance. Il ne s'agissait pas de le modifier pour respecter les règles, c'est sa propre essence qui allait à l'encontre des règles. Et le plus curieux, c'est ceci, aujourd'hui, si quelqu'un veut importer l'un de ces 6 exemplaires aux États-Unis, il doit le faire en tant que pièce de collection non homologuée pour la route. Autrement dit, tu peux l'avoir, mais seulement pour le regarder. Pas même un tour du pâté de maison, même pas autour de ton quartier. Juste regarder, comme s'il s'agissait d'un Jaguar en cage. Et si cette voiture a été interdite parce qu'elle était trop sauvage, la suivante l'a été parce qu'elle était trop minimaliste. Une sportive tellement légère que la loi a dit, c'est dangereux rien que d'exister. 3. Lotus Elise série 1, trop légère pour des règles trop lourdes. Alors que d'autres constructeurs étaient obsédés par la puissance et le luxe, Lotus a choisi une autre voie, créer une voiture si légère, si pure, qu'elle devienne une extension du corps humain. Mais aux États-Unis, cela a été perçu comme un problème. En 1996, Lotus a lancé dans le monde une sportive qui allait à l'encontre de toutes les conventions, l'Elise série 1, une voiture minuscule, aux lignes arrondies, sans toit rigide, sans vitres électriques et sans aucune des commodités que tu avais appris à associer aux voitures de sport. Mais c'est justement là que résidait son charme. L'Elise était un retour à l'essentiel, poids-plume, direction directe, carrosserie minimaliste. Son nom vient d'Elisa Artioli, la petite fille du président de Lotus de l'époque, mais son esprit était 100% ingénierie radicale. Ce bolide britannique ne pesait que 725 kg. Oui, tu as bien entendu. C'est moins que beaucoup de voitures compactes actuelles. Et même s'il n'avait qu'un modeste moteur de 1,8 litres et 118 chevaux, sur circuit il pouvait humilier des voitures 3 fois plus puissantes, grâce à son agilité extrême et son centre de gravité ultra bas. Le problème, justement, sa pureté. La Lotus Elise série 1 a été interdite aux États-Unis car elle ne respectait pas de nombreuses normes de sécurité. Pour commencer, il n'avait pas d'airbag, mais il ne possédait pas non plus de structure d'absorption des chocs frontaux ou latéraux selon les normes de l'ANSA. Ses portières n'offraient aucune protection renforcée, en l'absence de toit rigide et de vitres traditionnelles, il était jugé trop exposé pour les passagers. Et c'est important de le comprendre, ce n'est pas que l'Elise était une voiture dangereuse à cause d'une mauvaise conception. Au contraire, Lotus avait optimisé chaque graine du châssis pour offrir une expérience presque digne d'un kart de course. Mais cette philosophie était incompatible avec l'idée de sécurité passive exigée par les États-Unis. Ironiquement, alors qu'en Europe il était salué pour sa réactivité précise et sa fidélité à l'esprit de conduite pure, de l'autre côté de l'Atlantique il était perçu comme un risque. Et le pire, c'est qu'on ne lui a même pas accordé une homologation partielle. Il n'y a eu aucune exception, seulement une interdiction. Au fil des années, Lotus a lancé des versions ultérieures de l'Elise mieux adaptées au marché nord-américain, comme la série 2, qui a effectivement pu entrer grâce à des collaborations avec Toyota et des améliorations des systèmes de sécurité. Mais la série 1 est restée un objet de désir interdit. Et cela a fait exploser sa valeur parmi les collectionneurs, surtout auprès de ceux qui le considèrent pour ce qu'il a vraiment été, une voiture qui a défié l'obésité automobile, qui a renoncé aux excès et qui a payé le prix pour être resté fidèle à son essence. Mais si l'Elise a été interdit parce qu'il était trop léger, le suivant a été banni pour être trop futuriste. Une voiture tellement en avance sur son temps que la loi n'a tout simplement pas su comment la classer. 4. McLaren Speedil, la technologie qui a devancé la loi. Que se passe-t-il lorsque la technologie va plus vite que les lois? La McLaren Speedil en est la réponse. Ce n'est pas une voiture interdite à cause de ses défauts, mais parce que sa propre innovation a fait s'effondrer les normes de circulation aux États-Unis. Lancée en 2019 comme successeur spirituel de la légendaire McLaren F1, la Speedil a été conçue non seulement comme une voiture, mais comme une véritable expérience. Un objet qui ressemble davantage à un vaisseau spatial sur roue qu'à un véhicule terrestre. Et en effet, quel que soit l'angle sous lequel on l'observe, la Speedil casse tous les codes. La première chose qui frappe, c'est sa configuration à 3 sièges, avec le conducteur au centre et 2 passagers de chaque côté, légèrement en retrait. Cette disposition, héritée de la F1 originale, n'est pas seulement inhabituelle, c'est presque un défi direct aux normes de sécurité modernes. Mais ça ne s'arrête pas là. La Speedil n'a pas de rétroviseur traditionnel. À la place, elle utilise des caméras rétractables qui projettent l'image sur des écrans à l'intérieur. Mais ben, réduire la résistance au vent et améliorer l'aérodynamisme. Et justement, sa carrosserie a été conçue avec une telle obsession du flux d'air qu'elle ne possède ni aileron ni prise d'air agressive visible. Tout est épuré, fluide, minimaliste, presque clinique. Le résultat? Une hypercar hybride capable d'atteindre 403 km/h, avec un système de propulsion qui combine un V8 biturbo de 4 litres et un moteur électrique. En d'autres termes, un chef-d'œuvre de l'ingénierie britannique. Alors, pourquoi est-elle interdite aux États-Unis? Parce qu'aucune de ces innovations, ni la position centrale du conducteur, ni les rétroviseurs par caméra, ni l'absence d'airbags latéraux dans les sièges latéraux, ne respectent les réglementations fédérales de sécurité de l'ANSA. Le grand dilemme ici, c'est que la loi n'est pas adaptée aux voitures qui brisent complètement le moule traditionnel. Il n'existe pas de protocole de crash test prévu pour des voitures sans rétroviseur physique ou sans un montant B conventionnel.
Et comme la Speedil n'a pas été produite en grande quantité, seulement 106 exemplaires ont été fabriqués, McLaren n'était pas disposé à investir des millions pour adapter une version conforme aux normes américaines. Mais McLaren a trouvé une faille juridique. Ils ont inscrit la Speedil dans le programme Show Display. En quoi cela consiste-t-il? Tu peux importer et immatriculer une voiture unique ou d'importance historique, mais uniquement pour des expositions privées ou des événements spéciaux. L'utilisation des autoroutes est limitée à moins de 2500 milles par an. Autrement dit, tu peux en posséder une, mais tu ne peux pas l'utiliser librement. C'est un trophée sur roue que tu ne peux pas sortir pour te balader. Donc, aux États-Unis, la Speedil est autorisée à moitié. Une solution de compromis entre « c'est illégal » et « c'est trop incroyable pour l'interdire complètement ». Et là, une question gênante se pose, la loi freine-t-elle l'évolution de l'automobile? Quand une voiture est interdite non pas parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle est trop avancée, peut-être ne devrions-nous pas nous demander pourquoi elle a été bannie, mais plutôt pourquoi nous continuons à réglementer avec des lois du siècle dernier. Mais si la McLaren a été interdite parce qu'elle était trop futuriste, la suivante l'a été parce qu'elle était, littéralement, une arme entre de mauvaises mains. Une voiture si puissante, si indomptable, que les États-Unis ont dit « ça ne peut pas rouler ici ». 5. TVR Cerbera, la bête sans laisse. Si les voitures avaient une âme, la TVR Cerbera serait née sans peur et avec une soif insatiable de vitesse. Elle était brutale, imprévisible et viscérale. Une sportive si sauvage que les États-Unis n'ont pas osé la laisser en liberté. Dans les années 90, alors que de nombreuses marques s'adaptaient aux nouvelles règles du jeu, plus de sécurité, plus de contrôle électronique, plus de confort, TVR a décidé d'aller dans la direction opposée. La philosophie de la marque britannique était claire, pas d'ABS, pas de contrôle de traction, aucune aide électronique. Juste la machine et toi. Place. La Cerbera, lancée en 1993, était l'emblème de cette rébellion. Un coupé aux lignes agressives, doté d'un moteur démesuré et d'une personnalité imprévisible. Et quand on dit démesuré, on n'exagère pas. Sa version la plus puissante, la Speed 6, développait plus de 400 chevaux et passait de 0 à 100 km/h en à peine 2,6 secondes. À l'époque, c'était le territoire des supercars italiens qui coûtaient 3 fois plus cher. Mais ce n'était pas le seul risque du Cerbera. Sa fabrication artisanale, bien que passionnante, avait aussi ses conséquences. Les intérieurs étaient rustiques, les finitions, douteuses, et la fiabilité, eh bien, faisait partie du défi. Mais ce qui a le plus inquiété les régulateurs américains, c'était autre chose, son instabilité. Tu vois, sans aides électroniques et avec un tel niveau de couple, la Cerbera était une bête difficile à maîtriser, même pour des conducteurs expérimentés. Et contrairement à des marques comme Porsche ou Ferrari, TVR n'avait pas de département dédié à l'homologation de voitures pour les marchés internationaux. Cela signifiait qu'il n'existait pas de version adaptée pour répondre aux réglementations de l'ANSA ni aux normes d'émission de l'EPA. Pas d'airbag, pas de frein à répartition électronique, pas de capteur de stabilité. Juste toi et la machine. Et même si cela peut sembler romantique, pour les autorités, c'était un clair « non, merci ». À cela s'ajoutait la construction non certifiée de son châssis, l'utilisation de matériaux non testés selon les normes internationales et un réseau d'assistance inexistant sur le territoire américain. La conclusion était inévitable, la TVR Cerbera est interdite aux États-Unis pour un usage routier. Il ne peut entrer qu'en tant que voiture de collection, sans possibilité de circuler librement. Et ainsi, cette bête sans laisse est restée hors jeu sur l'un des marchés les plus importants du monde. Mais le plus curieux, c'est qu'avec le temps, la Cerbera a acquis un statut culte. Non pas pour sa perfection, mais pour son imperfection extrême. C'est la voiture qui exigeait de toi respect, attention et courage. Et cela, à une époque où tout est assisté, automatisé et prévisible, est devenu un luxe. Parce que parfois, ce qui est interdit n'est pas ce qui est cassé, mais ce qui refuse d'obéir. Tu n'as pas besoin d'avoir une McLaren Speedil ou une Jaguar XJ220S pour te retrouver face à la loi. Parfois, il suffit de traverser la frontière avec une voiture d'occasion pour se retrouver piégé dans un vide juridique que personne ne t'a expliqué. Au Mexique, des millions de personnes ont choisi depuis des années d'importer des voitures d'occasion des États-Unis, beaucoup d'entre elles sans respecter les exigences officielles d'importation. Ces véhicules sont communément appelés autos de chocolate, et même si l'expression peut sembler sympathique, la réalité est loin d'être douce. Ces voitures entrent généralement dans le pays sans être correctement légalisées, sans payer les taxes correspondantes et, surtout, sans respecter les normes minimales de sécurité exigées par la loi mexicaine. Nous parlons de véhicules qui manquent souvent de freins ABS, d'airbags, de feux réglementaires ou même d'un historique vérifiable. Certains sont des modèles qui, aux États-Unis, ont été considérés comme perte totale et revendus sans aucune supervision. D'autres ne pourraient même pas circuler légalement dans leur pays d'origine. Pendant des années, les gouvernements locaux ont toléré leur présence pour des raisons sociales et économiques. Mais en 2025, tout a changé. Le gouvernement mexicain a annoncé une interdiction totale de la légalisation de nouvelles voitures, chocolate, en avançant 3 raisons principales, la sécurité routière, l'impact environnemental et les pertes fiscales. Le résultat? À partir de cette année, leur régularisation a été complètement interdite. Même ceux qui en possédaient déjà pourraient faire face à des restrictions sévères pour circuler, surtout dans les grandes villes. Cela a suscité un grand débat.
Est-il juste d'interdire une alternative accessible à des milliers de personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une voiture neuve? Ou faut-il durcir les règles pour garantir un parc automobile plus sûr et plus durable? Il n'y a pas de réponse unique, mais ce qui est certain, c'est que l'interdiction des véhicules ne concerne pas seulement les supercars de luxe. Elle touche aussi le citoyen ordinaire qui veut simplement se déplacer. Les voitures ont toujours été plus que de simples machines. Pour beaucoup, elles sont des symboles de liberté, d'ambition, de rêves qui roulent sur 4 roues. Mais comme nous venons de le voir, même les rêves les plus rapides peuvent se heurter à un mur invisible, la loi. Aujourd'hui, tu as découvert des voitures qui ont été interdites non pas parce qu'elles ont échoué, mais parce qu'elles étaient différentes. Certains pour être trop rapides, d'autres pour être trop simples, et certains, même, pour avoir été trop en avance sur leur temps. Maintenant, dis-moi, laquelle de ces voitures interdites t'a le plus touché, et laquelle oserais-tu conduire, même si c'était illégal? Je te lis dans les commentaires. Le plus curieux, c'est que, même si les raisons peuvent sembler techniques ou juridiques, derrière chaque interdiction se cache une histoire de peur, de contrôler, parfois, d'incompréhension.